für Verstorbene am Dienstag und 9 Uhr Heilige Messe für die verstorbene Louise Breyer, geborene Heim. Am Mittwoch um 10 Uhr Heilige Messe für die verstorbenen Agathe und Marie Hallweisen. Am Donnerstag Heilige Messe nach Mainung und Freitag Heilige Messe für Verstorbene. Nächsten Sonntag das Orange um 10:30. Un grand merci dimanche prochain à 10h. Je passe un bon dimanche. Bach en automne. Les Juifs, ce soir, sous les tilleuls, près des remparts, en prenant soin de ne pas dépasser la lieue sabbatique, promènent leurs chapeaux noirs. Frères d'Élie et de Naboth, la paix soit avec vous. Dernier des jours anciens, samedi s'étire au soleil qui s'éloigne. C'est le jour où la terre, même sous la herse d'octobre, se souvient d'avoir porté dedans son ventre saturé de sucre funèbre le corps du Fils de l'homme. Une vie, une œuvre. Jean-Paul de Dadelsen. Une émission proposée par Hubert Juin et Jean-Claude Loiseau. Dans l'église, à grande eau, les femmes frottent les dalles. Tout à l'heure, elles rentreront balayer devant leur porte et rempliront d'huile la lampe du 7e jour. Nous sommes nés pour porter le temps, non pour nous y soustraire, ainsi qu'un journalier qui ne quitte la vigne qu'à la tombée du soir. Mais, au seuil de la dernière nuit de notre semaine, il est doux d'écouter dimanche en marche sous l'horizon. Seul le noyer mûrit encore ses fruits tardifs, pareils à nos cerveaux. Le vent qui parmi l'herbe et sur les eaux sème son gain de feuilles, bientôt nous ouvrira l'espace encore voilé. À la fenêtre de ces nids caducs, l'hirondelle en tumulte crie vers son autre pays. Bienvenue, soir de notre journée, samedi de notre vie, saison aux mains ouvertes. Seigneur, je suis content. Bernard Delvaille, votre rencontre avec l'œuvre, c'est-à-dire avec le poète Dadelsen, comment avez-vous ressenti? C'est un événement. Tout d'un coup, un livre est tombé du ciel. Oui, un livre est tombé du ciel. Il est 2 fois tombé du ciel. Quand la collection Poésie Gallimard a réédité tout récemment Jonas. Mais je dois dire que dès 58 ou 59, j'avais acheté le grand format chez Gallimard de Jonas. Et ça avait été en effet une révélation parce qu'il s'agissait là d'un poète qui ne ressemblait à personne. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. C'était un poète qui était passé en dehors à la fois des modes surréalistes, en dehors de la poésie engagée, et qui était, je pense que maintenant, en 1987, Jean-Paul de Dadelsen pourrait être le poète de l'Europe. Je voudrais vous préciser un peu, parce qu'il n'y a pas que les confluents géographiques qui sont en jeu ici. S'il a quand même la géographie compte un petit peu là-dedans, il y a le fait que Dadelsen est né à Strasbourg,
que son père était d'origine hambourgeoise, avait du sang slave et était bourgeois de la ville de Bâle. Et il y avait donc dans tout cela un contexte un peu comme on pouvait le trouver au moment de la Réforme ou de la Renaissance, un contexte européen qui était celui de personnages comme Erasme ou comme Mélenchon ou comme des gens comme ça. Et d'Adelsen pouvait représenter peut-être de nos jours cette sorte de cosmopolitisme européen que l'on trouve, à mon avis, uniquement chez 3 poètes du XXe siècle, qui sont d'abord Sandrard, qui est suisse, qui sont Marcel Thierry, qui est belge, et qui sont Saint-Grillat, qui est plus ou moins savoyard, n'est-ce pas? Et il y a là le cœur de l'Europe, d'une sorte d'Europe de politique, poétique, et je crois que d'Adelsen pourrait en être le plus parfait représentant. Sans compter tout le rôle qu'il a pu jouer dans les forces françaises libres et le rôle considérable de journaliste et d'homme de radio qu'il a eu à Londres. D'Adelsen était vraiment le poète qui était au cœur de cette Europe en formation. Goethe en Alsace. Octobre. Le houblon est cueilli. Le maïs se dort au soleil tardif sous le toit des granges. Le tabac par larges feuilles pend dans les séchoirs. Le vin nouveau bougonne dans les cuves. Les hirondelles vont partir. Le nid de la cigogne est vide. Dressant dans l'air bleu ces peupliers dont les feuilles les plus hautes bougent à peine dans le courant invisible d'une brise dormante, traversée d'eau silencieuse, la plaine d'Alsace étale son opulence somnolente, depuis les Vosges où commence à sonner la cognée du bûcheron, jusqu'aux reins verts et musclés. Tout dans la plaine dit le travail et la patience des hommes, la pesanteur et la bienveillance de la terre, les soleils torrides, le gel sonnant, l'eau omniprésente. Et il semblerait qu'il n'y ait pas ici de place pour la mélancolie et les sentiments vagues. N'était, au nord et au sud, l'horizon plat jalonné d'arbres lointains. À l'ouest, les pentes des Vosges, où parfois, après la pluie, scintillent inaccessiblement les vitres de villages heureux parmi les vignes. Parfois, fatigué, sans rien dire à personne, un paysan avec économie se pend à une poutre de sa grange. Une fille se noie dans ces eaux si lisses et si sombres de l'île où dérivent sans bruit, poussés à la gaffe, des bateaux plats et noirs ainsi que des barques funèbres. Par sa vitalité, sa solidité, sa lourdeur, ses lits à hauts édredons rouges, carrefour de tous les sangs d'Europe, pays fait pour durer. Baptiste Maret, dans un ouvrage fort important, puisque c'est le second que nous connaissons de Jean-Paul de Dadelsen, que vous avez publié aux éditions Le Temps qu'il fait à Cognac, que vous avez titré Goethe en Alsace, vous rassemblez des textes édités par Dadelsen, bien sûr, donc connus par quelques amateurs, puisqu'ils ont figuré dans des revues généralement alsaciennes, et donc nous échapper. Outre le mérite d'avoir fait cela, il y a votre préface remarquable et surtout une notice biographique qui vient fort, je dirais, à propos, pour compléter, voire corriger celle qui avait cours jusqu'ici. Or, je voudrais que vous ébauchiez ce tracé, disons terrestre, visible, de Jean-Paul de Dadelsen. Eh bien, c'est une rude question, parce que la vie terrestre, si j'ose dire, de Jean-Paul de Dadelsen a été à la fois une vie publique et une vie complètement souterraine ou sous-marine de poète. Il est né à Strasbourg d'une famille alsacienne en 1913. Il est donc de la même génération que Camus. Il a fait des études en Alsace, dans les petites villes. Son père était notaire. Et en Alsace, les notaires, contrairement en France, sont des fonctionnaires qui changent de poste.
Et donc, le père de Dadelsen a été de petite ville en petite ville, Mutterscholz, Altkirch, etc. Et Jean-Paul a fait ses études, partie à Strasbourg, partie à Mulhouse, partie à Altkirch. Et c'est assez drôle parce qu'à Altkirch, il a rencontré un patriarche des lettres alsaciennes qui s'appelle Nathan Katz, qui était un poète en dialecte et qui l'a peut-être éveillé à la poésie. Et il a rencontré aussi Guy Wick, qui se trouvait à Altkirch, bien que breton, comme chacun sait, parce que son père était gendarme et qu'il était en garnison à Altkirch. Et donc, ils se sont très bien connus, comme on dit maintenant, préadolescents, enfin, autour de 14-15 ans. Et Dadelsen Jean-Paul a eu une adolescence d'enfant génial. Tout le monde s'accorde à dire qu'il était très beau, très séduisant. Le pasteur Hoffet, que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, disait qu'il séduisait des mères de famille. Il y a donc comme ça des espèces de liaisons scandaleuses dans un milieu protestant, parce que la famille d'Adelsen était protestante, luthérienne. Son frère, le frère de Jean-Paul, est d'ailleurs toujours pasteur. Et un espèce de petit cénacle où il y avait des Parisiens, Francis Jourdan, Fresneau, etc., qui fait que le jeune d'Adelsen, vers les années 36-37, a été considéré comme un espèce de génie, de jeune génie, a écrit des choses assez intéressantes, pas prodigieuses, mais assez intéressantes. Et puis son père, pour mettre un peu d'ordre, l'a envoyé à Paris préparé et normal. Il a fait Cagnes avec Pompidou et avec Sangor. Il a préparé l'agrégation d'allemand où il a été reçu premier. Il s'est marié, il a divorcé. Et puis cette génération qui arrivait à la maturité a rencontré la guerre. Il s'est retrouvé professeur à Marseille avec Pompidou. De là, il est passé en 1942 à Oran où il a rencontré Camus. Et une des choses étonnantes de la vie souterraine, si je peux dire, d'Adelsen, c'est qu'il a croisé le destin de beaucoup de personnes, en restant un peu en retrait, en restant un peu comme ça. Et donc, il a connu les Camus, aussi bien Francine Camus qu'Albert Camus en 1942. Et de là, il a rejoint Londres, où il s'est engagé dans les parachutistes des forces françaises libres. Guy Wick, j'ignorais jusqu'ici que lorsque vous étiez adolescent, et par les chemins et les chemins de fer d'Alsace, vous avez rencontré cet autre adolescent qui justement est notre poète, d'Adelsen. Qu'est-ce que vous avez conservé comme mémoire de cet incident? J'habitais à Ferrette, dans le Haut-Rhin, et j'allais au collège d'Altkirch. Entre Ferrette et Altkirch, il y a 20 km, et il y a un petit train qui met 2 heures pour aller d'un endroit à l'autre, dans les deux sens. Et alors, j'ai dans ce train fait la connaissance, j'étais donc tout jeune, j'avais peut-être 15 ans, de Nathan Katz, il devait en avoir 30, je pense. Et puis, un beau jour, je ne sais plus comment, il m'a présenté un jeune homme, qui était donc Jean-Paul de Dadelsen, qui avait 17 ans. Et nous sommes devenus aussi amis avec Jean-Paul. Il avait donc 17 ans, qui était grand, et il était très beau, brun, les yeux bleus. Et nous avons fait amitié, nous parlions dans le train, entre Saint et Altkirch. Et puis, je suis allé chez ses parents aussi, à Hirsching. Son père, il était notaire, donc en tant que receveur intérimaire d'enregistrement, je le voyais fonctionnellement. J'ai été aussi à le voir en dehors de ça, un dimanche, je suis allé à Hirsching, je passais dimanche avec lui. Nous avions une grande amitié, une grande communion. Nous écrivions tous les deux des poèmes, alors nous essayions, nous les montrions, nous discutions. Moi, je trouvais intéressant ce qu'il faisait déjà à l'époque, qui était en vers libre. Et nous parlions des poètes. Nos poètes de l'époque étaient Rilke et Trakl. C'est moi qui avais révélé Trakl, d'ailleurs. Et je me souviens en particulier que nous avons beaucoup lu ensemble et discuté
des lettres à un jeune poète de Rilke qui nous ouvre beaucoup d'horizons. Chaque jour de chaussons, de lisières et de savates, comme des gens en prison, les tisserands, dit maman. Ce sont des socialistes, ce sont des gens qui veulent prendre l'argent des autres. Tout l'argent jusqu'à un certain niveau de bourgeoisie, même plus bas que le catholicisme. Aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer peut-être que Jean-Paul de Dadelsen était alsacien pour une raison, c'est que quand on considère les revues consacrées à la littérature alsacienne, souvent son nom n'est que cité en passant. Et c'est vrai qu'il dépasse tout à fait l'Alsace, le cadre de l'Alsace. Ce n'est pas du tout un poète régionaliste. Lionel Richard. En réalité, il a été lié profondément à l'Alsace. Il y est resté quand même jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis, il y a ensuite la rencontre au lycée d'Altkirch, en philosophie, en classe de philo, avec Nathan Katz. Nathan Katz vivait dans un village, donc, du Sundgau, une région d'Alsace qu'il a chanté dans ses poèmes. Qui était-il ? Il était d'origine juive, son père était boucher. Et il était destiné d'ailleurs à devenir boucher lui-même, mais à 15 ans, il est entré dans une petite usine de textile d'Altkirch et il s'est mis à écrire. Et il s'est mis à écrire justement en alémanique. Dialecte, langue, on discute beaucoup pour savoir si l'alémanique est l'un ou l'autre. En tout cas, c'est un dialecte ou une langue qui se répand dans toute la région donc, de l'Alsace, de la Suisse, puisque le Schweizerdeutsch est également alémanique. Et Nathan Katz s'est mis à écrire en alémanique. Il est devenu le poète, finalement, de cette région. Et c'est une poésie aussi qui dépasse très largement l'Alsace, finalement. S'il n'y avait pas la langue, je crois que Nathan Katz serait beaucoup plus connu. Et Dadelsen, à Altkirch, va, à 16 ans, tomber sur une personnalité comme on peut en rencontrer dans les villages, pas seulement alsaciens, qui est lié d'ailleurs à un industriel qui est une sorte de mécène. Et il y a là des rencontres littéraires. Et Dadelsen prend son vélo, va voir Nathan Katz, il parle avec lui de littérature, il le traduit. Justement, je crois que les points de rencontre sont d'abord la volonté de Dadelsen, qui avait découvert un poète, de traduire Nathan Katz. Il a traduit quelques contes, quelques poèmes, et certainement que l'apport de Nathan Katz a été profond. Dadelsen, en ce qui concerne ses relations à la littérature allemande, elles ont été très vite oubliées. Je ne veux pas dire qu'elles ne l'ont pas marqué, mais elle a été marquée aussi par la poésie anglaise. C'est intéressant de savoir que Nathan Katz lui-même a traduit en alémanique des poètes anglais, Burns par exemple. Donc il avait une sorte de culture universelle. Et je crois que ça a été un apport considérable pour Dadelsen. Imaginons cet adolescent qui découvre véritablement la littérature nouvelle, et il va découvrir aussi quelqu'un d'autre, parce que j'ai parlé de ce cercle littéraire qui existe. Il va découvrir notamment Guy Wick, dont le père est gendarme à Altkirch, et qui fréquente lui aussi Nathan Katz. Et puis il y a Maxime Alexandre, par exemple, qui a été lié plus ou moins au surréalisme, qui est un écrivain important encore aujourd'hui d'Alsace. Et tout cela, eh bien évidemment, c'est certainement la formation intellectuelle de Dadelsen, avec évidemment ces distances aussi à l'égard de l'Allemagne qui existe. Tristan dit : les herbes montent au long de tes jambes, plus agiles qu'une main. La sève acide et fraîche d'une fleur coule entre tes dents comme un baiser d'une autre espèce. Dans la nuit, tu entends rôder les bêtes qui se cherchent.
car le désir est en toute chose. Il est morne et chaud comme le soleil de midi. Il est lourd comme l'air stagnant des soirs d'orage. Il est troublant comme le frisson des petites feuilles dans le vent de l'aube. Les bêtes sont une, toutes consentantes devant le désir. Les plantes s'ouvrent à l'amour et s'inclinent tendrement sous le poids de l'abeille gourmande. Les nuages ont des formes roses et gonflées. Et Tristan dit encore : Iseut, tes lèvres sont un fruit sucré. Les guêpes en viennent sucer la fente mûre et juteuse. Le beau drap lourd se gonfle sur tes seins et revient se blottir dans leur creux tiède qui se dérobe et s'offre tour à tour. L'eau de la rivière caresse tes chevilles, tes jambes, elle s'élargit en cercle autour de tes cuisses douces et monte vers ton ventre sombre et rond. Moi, je serai cette guêpe gourmande et cette étoffe tenace. Iseut la blonde, je serai cette guêpe et cette étoffe et cette eau curieuse, cette eau qui monte. À 17, 18 ans, on est tout le monde, tous les étudiants sont poètes à cette époque, parce que c'est la femme, c'est la jeune fille, c'est naturel. Autrement, il ne serait pas, il serait malade. Nathan Katz, document d'archives. Je vais vous montrer des poésies. De lui qu'il a fait à 17 ans, à 18 ans. Il y a beaucoup de verve dedans. Naturellement, c'est encore, comment je veux dire, attiré par la sensualité, sexualité. La femme, la jeune fille, il chante ça. Quand nous avions 15 ans, nous rêvions d'un amour doux comme un parfum des îles. Mais l'amour est grave et douloureux comme une tâche qui nous fut donnée. Il est sur nous comme un destin, car la chair est lourde comme un fruit qui mûrit. Nous avons connu le désir qui nous empêche de dormir tout au long des nuits trop chaudes, l'angoisse des attentes et des rencontres, la gravité des caresses. Nous avons connu la douleur des spasmes où la vie se renouvelle. Nous avons demandé aux jeunes paysannes un amour bon comme une pomme, mais nous avons goûté un fruit brûlant qui laisse un désir éternel. Toujours nous irons par les chemins cherchant la femme, et la femme toujours tremblera quand le beau mâle qui passe. Devant le beau mâle qui passe. Il était beau garçon, vous voyez, mais il le savait. Je voudrais savoir jouer la flûte, car la plainte longue dans le soir dirait mieux mon désir que les mots. Je veux que les femmes tremblent à leurs fenêtres vers cette flûte qui appelle. Et l'appel sera si fort que les petits enfants pleureront dans leur lit sans dormir et que les chiens aboieront à la lune pour que la lourde tentation plane comme une odeur de sang. Je voudrais jouer de la flûte toute la nuit d'été. Il a à 17-18 ans, c'est à peu près comme Rimbaud à cette époque. Arrivé à Paris, Jean-Paul de Dodelsen va faire des études d'allemand. Et il se trouve que son mémoire de diplôme d'études supérieures est consacré à Paul Gerhardt. Paul Gerhardt, poète très oublié, d'inspiration luthérienne, et qui a écrit des cantiques. Et le rapport qu'il y a entre certains poèmes de Dodelsen, notamment dans la dernière partie de sa vie, à travers les formes qu'il utilise, les psaumes, le cantique, tout cela me rappelle étrangement les poèmes de Paul Gerhardt. Paul Gerhardt, ses poèmes étaient en plus chantés. Et il y a donc une poésie très musicale
et qui en même temps donne une leçon de vie. Et cette leçon de vie, je trouve qu'on la retrouve dans d'Adelsen. C'est aimer la vie, c'est prendre son mal en patience, c'est souffrir, c'est une espèce de chant de vie qui se dégage de tout cela. Et par la suite, d'Adelsen va être nommé au lycée Saint-Charles à Marseille comme professeur d'allemand. Là, il va entrer en contact avec le groupe des Cahiers du Sud et il va consacrer notamment un article à Schlegel dans les Cahiers du Sud, dans ce numéro qui a été fait sur le romantisme allemand en 1937. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est la vision qu'il donne de Schlegel. Pour lui, c'est quelqu'un qui a tout intellectualisé, qui au fond, dans l'amour, ne voit qu'une grivoiserie superficielle, qui est tout à fait intellectuelle. Et il y a une distance d'Adelsen à l'égard de Schlegel et à l'égard de ce type de romantisme. On peut dire qu'il y a même une démystification de Schlegel. C'est un article remarquable. On a véritablement envie de dire que par rapport à tout ce qui était écrit sur ce romantisme, c'est quelqu'un qui à la fois le connaît et qui à la fois s'en détache avec humour, avec une ironie romantique. Et pour lui, évidemment, il y a un autre type de romantisme qui, je crois, l'a marqué. C'est davantage celui de Heine. Et il y a dans ses poèmes, le poème qui est consacré à l'oncle Jean, qui est un poème extraordinaire d'humour, d'ironie, et qui est tout à fait alsacien. L'oncle Jean, de formation alsacienne, il a une admiration sans borne justement pour Heine. Et il y a ce ton de Heine aussi qu'on trouve chez d'Adelsen. Alors Schlegel, il l'oppose à Goethe, déjà dans cet article de 37. Et on retrouve Goethe dans un article qu'il a fait, Goethe en Alsace, en 1954, qui au fond, pour moi, est du même type. Il y a dans l'article sur Schlegel un ton très école normale supérieure, à la Giraudoux. Et dans Goethe, une désinvolture étonnante qui montre justement ce côté bon vivant de Goethe, ces amours de Goethe avec Frédéric Brion. Frédéric Brion, 18 ans, Goethe, 22 ans, Goethe va voir Frédéric Brion. Et on a l'impression du jeune homme qui allait lui-même à vélo dans les villages alsaciens de l'époque des années 30. Et déjà donc, dans l'article sur Schlegel, il oppose Schlegel à Goethe et il dit Goethe, évidemment, lui est nettement supérieur. Et donc on voit une certaine distance à l'égard du romantisme qui va le marquer finalement toute sa vie, parce que je ne crois pas que d'Adelsen ait été un romantique. S'il avait été un romantique, il serait tombé justement dans une forme de nostalgie qui l'aurait paralysé. Ce qu'il y a de dramatique là-dedans, c'est que pendant des années, il ne va pas écrire, il va intérioriser toutes ses expériences dans toutes les villes où il a vécu, et tout cela va se manifester dans les années 50 seulement. Quand on pense que ses premiers poèmes ont été écrits avant la guerre, mais que finalement son œuvre, elle ne date que des années 50, bon, il y a là un phénomène d'intériorisation d'expérience. Et je voudrais citer un autre poète, évidemment, qui l'a marqué à l'époque, parce que Nathan Katz aussi le lisait, c'était Rilke. Rilke, qui dit donc dans les lettres à un jeune poète, il faut avoir vu beaucoup de villes, avoir emmagasiné beaucoup d'expériences pour écrire un seul vers. C'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. C'est l'anniversaire de papa. Anniversaire de papa. Il n'est plus besoin de lettres à présent. Philippe Crubézy lit un extrait de Goethe en Alsace, spectacle monté en 1985 par Alain Knapp au Théâtre national de Strasbourg. Et peut-être Goethe n'écrit-il plus de poèmes. Mais, juin, quand les Vosges arrêtent les nuages d'ouest, quand il n'y a plus de vent, c'est déjà l'été. Les soirées sont longues, les nuits chaudes,
sans un souffle d'air, ou, s'il se lève une légère brise, tout au plus entend-on les arbres bouger vaguement, comme agités de rêve dans leur sommeil, tandis que de toutes les mares, de toutes les eaux ramifiées à travers les prairies, monte la plainte des grenouilles, chantant massivement leur mortalité faite d'innombrables béatitudes fugitives. Parfois, sous l'approche de l'orage, la nuit devient étouffante. Dans l'obscurité, les arbres frémissent, tout retient son souffle en attendant l'assaut presque tropical de la tornade brève qui des Vosges à la forêt noire passera en moins d'une heure, entraînée vers l'est par un grand vent rauque. Comment dormir? Comment dormir quand on a 22 ans, quand on a 18 ans? La tête échauffée de lectures perfidement attendrissantes et tout intoxiqué du contact constant avec la terre moite, les bêtes qui, dans l'obscurité, se cherchent pour se tuer ou se rejoindre, les arbres dispersant leurs graines au vent nocturne. Va-t-on descendre au jardin? Dans la maison aux murs épais, au plancher sourd, va-t-on passer devant la porte désirée, au premier roulement de tonnerre, entrer, rassurer la bien-aimée effrayée, la faire se blottir dans vos bras? Personne, jamais plus, ne saura ce qui s'est passé en mai, en juin 1771. Personne ne pourra plus dire si Wolfgang et Frédéric ont été ou non amants. En 1942, il vient en Angleterre. Il s'engage dans les forces françaises libres. Il est parachuté. Il se retrouve correspondant de guerre en 1944-45. Il épouse une Anglaise, Barbara d'Adelsen, qui est devenue sa femme, qui lui a donné 2 filles. Il retrouve Camus à Paris à combat. Il retourne en Angleterre à cause de ce mariage anglais. Et il fera une carrière dans le journalisme franco-anglais, si je peux dire. Il a été le correspondant de combat en Angleterre. Et il est entré à la BBC, où il faisait une chronique régulière le vendredi soir, qui était encore très écoutée en France, puisque les Français, ou une certaine catégorie de Français, avaient conservé l'habitude d'écouter la BBC en langue française. Et je crois que ça s'appelait « Les propos de Jean-Paul de Dadelsen ». Si je cite cela, c'est que ce n'était pas seulement un gagne-pain, ce que ça a été bien sûr, mais qu'un certain nombre de poèmes ont eu une première ébauche dans ces émissions radiophoniques, et que notamment l'invocation qui précède le poème de Jonas est presque telle quelle une émission qui a été faite 1 an ou 2 ans avant, à la Toussaint, sur les morts de la guerre. Une espèce d'évocation et d'invocation aux morts de la guerre. Et il reste d'ailleurs un témoignage de cette bande, je crois, à la BBC. Qu'est-ce que ça peut bien faire que le 11 novembre soit dédié aux morts du premier grand assassinat en série plutôt qu'à ceux du second? C'est un jour où l'on pense... Voix de Jean-Paul de Dadelsen. C'est un jour où l'on pense à des camarades, à des amis morts. On peut bien penser chacun à ses amis. Celui qui avait des taches de rousseur sur le nez, celui qui avait une fossette au menton et une tache noisette dans ses yeux verts, celui qui, au camp d'entraînement, avant de monter dans l'avion pour sauter en parachute, chaque fois sifflait le petit air qui, au cinéma, annonce qu'on va voir Laurel et Hardy. Les timides aussi, et les maladroits. Et ce grand garçon qui avait toujours soif et toujours sommeil. Pourquoi même limiter notre pensée amicale à ceux qui furent assassinés pendant la durée officielle et légale où la chasse à l'homme était encouragée par les pouvoirs publics? John est mort en pleine paix des suites dont on ne sait pas bien quelle maladie de captivité. Maurice, ancien volontaire aux forces françaises, que rien n'obligeait d'aller à la guerre, qui y est allé comme pour faire un geste d'amitié envers d'autres hommes, et qui un soir, 5 ans après la guerre, s'est senti plus fatigué que les autres soirs. Peut-être si on avait dit ce soir-là, tiens, on va aller voir Maurice, histoire de rigoler un peu. Peut-être qu'on serait sortis ensemble, on aurait rigolé. Il serait rentré se coucher sans ouvrir le gaz. Je ne sais pas. Peut-être parfois John, Maurice
Bernard, Jeannot, Madeleine, Henri. Peut-être regarde-t-il par-dessus notre épaule. Peut-être met-il à manquer le mauvais avion. Ombre qui regarde par-dessus mon épaule, que puis-je faire pour toi? Si cela pouvait te faire plaisir, ombre, veux-tu que j'essaye de vivre un peu pour toi? Si nous essayons, nous ici, à notre place, avec nos yeux bornés mais vivants, avec nos mains pas bien intelligentes mais faites de chair vivante, si nous essayons de voir avec toi ces visages et ces paysages, de toucher pour toi ces fruits, ces cheveux, ces choses, de faire pour toi ces gestes d'amitié envers les autres hommes, serais-tu contente, ombre? Source incontestable et évidemment incontournable de renseignements touchant Jean-Paul d'Adelsen, eh bien, ces sources, ce sont sa famille elle-même, dont sa femme, Barbara, et sa fille Anne, qui a pour vocation la musique et est pianiste, donne des récitals partout dans le monde. Et bien, nous avons réussi à joindre et Barbara et Anne de d'Adelsen par téléphone. Et elle se trouve là où elle nous parle, dans une cité suisse qui s'appelle Bach. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. J'ai eu le coup de foudre pour Jean-Paul. La première fois que je l'ai vu, nous étions les deux à Londres. Et je me suis vite rendu compte que ce serait lui que j'épouse ou personne. Et j'ai pu, heureusement, l'inviter chez mes parents dans la campagne, à bord de la Tamise. Et il était ravi de ce paysage qui ressemblait à l'Alsace. Nous sommes mariés à Londres le 7 août 1943. Et tout de suite après, j'ai pu faire l'entraînement de parachutiste. Quand que Jean-Paul n'était pas un sportif. Mais il a quand même arrivé à faire les choses pour avoir la décoration de parachutiste sans être entraîné. À la Libération, il est retourné à Paris où Jean-Paul était logé chez les Pompidou. C'est Jean-Paul qui a présenté Pompidou à De Gaulle. Parce que Pompidou était un codisciple de Jean-Paul dans Louis le Grand. En même temps que Senghor, hein? Il y avait une soirée qu'on était tous ensemble, les trois, Camus, Pompidou et Jean-Paul. Georges Pompidou et Jean-Paul et nous, les femmes. Hein? Et on discutait assez gaiement ce qu'ils voulaient vraiment de la vie. Et premièrement, c'est Camus qui a dit qu'il voulait le prix Nobel. Et Jean-Paul a dit qu'il aimerait être une des meilleurs poètes de la France de la deuxième moitié du XXe siècle. Georges Pompidou, qui était un homme très tranquille, il a dit tranquillement, moi je veux être le Premier ministre. C'était absolument formidable, il arrivait, mais le mal était là, parce qu'ils ont chacun était mort assez tragiquement, non? Et justement, Camus qui avait mis tout l'œuvre de Jean-Paul, tous les manuscrits chez lui. Et à sa mort, tout ça a tombé un peu dans l'oubli. Et là, je veux dire un grand merci à Henri Thomas, qui a sauvé la possibilité de faire l'œuvre de Jean-Paul. Parce ça a tombé dans l'oubli pendant un moment après le mort de Camus. Et c'est grâce à Henri Thomas qui a écrit le préface de Jonas que ça a marché. Achille, qu'as-tu fait de ton frère Hector? L'ennemi aussi, cruel et pitoyable, a perdu par ta faute son héritage. L'ennemi aussi a été jeté en pâture aux idoles que tu n'as pas brisées. L'évêque venu de Guéret dans la Creuse, parlant en termes pénétrés et paternels, et dit en substance que ça nous apprendrait à manquer les offices. Et le drap vide contenait par avance les cendres de tous nos morts à venir. Bernard, John, Richard, Maurice. C'était une messe militaire. Aux endroits où d'ordinaire l'enfant de chœur agite sa sonnette, ici éclataient les sauvages tambours, bramaient les féroces clairons, ouvraient le banc. Ombre,
de mon frère, cendre de mon frère qui fut homme. C'est pour toi aussi qu'est dite la parole où l'on met genoux en terre et battent les prétoriens tambours. Et homo factus est. Et fut fait cendre, fut fait peur, fut fait pesanteur et ténèbres, fut fait proie dans la gueule de la baleine, fut fait doute, fut fait désespoir. J'avais 12 ans et demi quand il est mort. Et ce qui m'a vraiment donné, à part la vie, c'est très important, c'est l'amour de la musique, des livres et des amis. La musique parce qu'il jouait lui-même très bien du piano. Il jouait du Bach, du Schubert, du Mozart. À Noël, il jouait toujours des cantiques et nous chantions tous ensemble. Et nous jouions beaucoup à 4 mains les deux. Ça m'a beaucoup manqué, je dois dire, après. Et puis, il écoutait beaucoup de disques à la maison, surtout Mozart et les quatuors de Beethoven. Et ça m'a beaucoup donné, ça m'a formé, on peut dire, envers mon métier. Et les livres, parce qu'il était très tolérant envers ce qu'on pouvait lire, il nous laissait lire vraiment ce qu'on voulait. Mais il m'achetait des très beaux livres, il m'achetait des livres de contes, de légendes, du Molière, il m'achetait du Musset au dernier Noël, qui m'avait énormément plu. Il avait vraiment un don pour acheter des livres qu'il voyait, qui nous donneraient quelque chose à moi et à ma sœur. Et puis on allait aussi régulièrement visiter mes grands-parents en Alsace, à Erstein, ils vivaient. Et là, toujours avant d'arriver, je me rappelle, papa prenait un petit chemin et nous allions au bord du Rhin, comme ça faire une petite visite à ce fleuve qu'il aimait sûrement particulièrement. Et puis nous avons aussi beaucoup visité l'Italie, qui lui plaisait tout particulièrement. Je me rappelle que dès qu'on passait la frontière de Suisse en Italie, il se mettait à chanter immédiatement. Et nous avons beaucoup vu en Italie, surtout l'avant-dernière année de sa vie, en 56. En été, nous nous sommes promenés un peu partout. Nous allions de ville en ville avec le grand-papa et un nouveau chien que nous avions ensemble dans une petite Volkswagen. C'était très très amusant. Pour les enfants, en tout cas, c'était une merveilleuse manière de voyager. Parvenir, c'est un extrait de mon tout premier disque qui est assez ancien, je dois dire, il y en a beaucoup de plus récents, mais c'est parce que c'est une œuvre de Bach que papa aimait tout particulièrement comme compositeur. C'est une sonate pour alto et piano, enfin, basse continue si l'on veut, en sol majeur. Ce qui m'a frappé dans cette poésie, c'est que c'est une poésie d'un enracinement assez fort dans l'Alsace, mais nous allons voir que ce n'est pas seulement cela. Eddie Cadour. J'ai dit enracinement, c'est vrai, enracinement dans la langue d'Alsace. C'est une poésie qui sait parfaitement, par exemple, intégrer les comptines de l'alsacien. On en a une dans ces fragments dont l'un d'entre eux s'appelle « La mort de la femme du percepteur ». On a un « Jean-Baptiste Grey Davis, Himmelbläu Kotzgreu », Jean-Baptiste blanc de craie, bleu de ciel, gris de chat.
mais qui est une insertion, un collage du dialecte alsacien à l'intérieur du poème. C'est en même temps une poésie qui sait faire sa place au Spätzle, ou bien au petit agneau, au Schäferle. C'est une poésie où le paysage d'Alsace est particulièrement présent, en particulier cette région qui va de Mulhouse à Sélestat, mais c'est un espace très affectif, et en particulier, il y a dans cette géographie alsacienne de Dadelsen une bipartition affective de l'espace qui est très forte, entre d'une part cette plaine qui va de Mulhouse à Sélestat, disais-je, et la montagne qui l'accompagne sur l'ouest. Parce que c'est un peu une région pauvre, c'est pas la région la plus riche de l'Alsace, et c'est un peu une plaine malheureuse. Et c'est vrai que dans la poésie de Dadelsen, la plaine est une plaine malheureuse, et il dit la plaine c'est d'autre chose, et à plusieurs reprises dans ce poème, on voit à quel point il y a une espèce de malédiction de la plaine. Et en face de cette plaine malheureuse, il y a ce qu'il appelle les fenêtres heureuses des villages de la montagne. Et à plusieurs reprises, dans le mouvement de sa poésie, on voit apparaître ces fenêtres heureuses vers lesquelles se tendent les visages des gens de la plaine, et qui sont les fenêtres heureuses des villages de montagne. Langue d'Alsace, paysage d'Alsace, histoire de l'Alsace également. Histoire de l'Alsace à travers ce grand morceau de poème qui s'appelle Oncle Jean, et qui lui est assez longuement consacré. Également quelque chose de très vrai et de très fort, qui est ancré dans les relations que l'Alsace a eues avec le temps et l'histoire de ce siècle. Je vous cite un passage du mouvement Odile, priez pour nous. Une fois par mois, la couturière vient en journée dans la grande chambre fourre-tout, et l'enfant un soir avait un début de fièvre, et la nuit se réveilla en gémissant. Hélas, nous le sauvâmes. Hélas, nous le sauvâmes pour les camps sibériens, les crochets à porc des charcutiers bavarois, les balles de la jungle viette ou la montagne kabyle. Il y a encore effectivement beaucoup de familles alsaciennes où on peut trouver réunies plusieurs générations, dont chacune a connu, pour par exemple les malgré nous, et embarqués de force par les Allemands, a connu les camps sibériens après la défaite sur le front de l'Est. Il y a eu ceux qui, réfractaires mais capturés par les Allemands, ou bien juifs emmenés en camp de concentration, se sont retrouvés effectivement morts au crochet des charcutiers bavarois, et puis les autres générations qui ont suivi, souvent les frères cadets, sinon les fils, avec les balles de la jungle viette ou la montagne kabyle. Et ce type de succession historique est très fortement inscrit chez les Alsaciens. Les religieuses à grosses joues rouges, à gros mollets, à gros derrière, le dimanche descendent chez l'oncle Vigneron manger la tarte aux prunes. Il fait bleu depuis le sommet des monts jusqu'au bas des coteaux. Mais tout cela, c'est la montagne, dont parfois nous autres, gens de la plaine, nous voyons au loin une fenêtre heureuse briller dans un instant de soleil. La plaine, c'est autre chose. Entre les joncs, parmi les roseaux glissent un long fil d'argent, et noires glissent les eaux dormantes, les eaux profondes, où parfois une servante se noie pour n'avoir pas épousé le fils du meunier, du maire ou du maréchal. Glissent les eaux dormantes sous la chaleur de juillet équatorial, et la cigogne sur ses ailes étale. C'est en vain qu'elle survole une demi-lieue de champs, tout est sec. Les grenouilles d'herbe se sont blotties sous les feuilles. Mais les eaux glissent profondes, pourtant habitées de carpes, de brochets, de fantômes, de songes.
toi qui, debout sur la berge, regarde, et sans armes, vois passer sans bruit, vois planer la buse et le lapreau. Toi qui regardes l'eau noire, qu'espères-tu donc? Odile, priez pour nous, femmes de la plaine, et plus particulièrement pour nous qui fûmes filles de quelque lignage, apportant en dot vignes, chasses, bons alignements de houblon, de betteraves, de tabac, bons comptoirs, bons tiroirs-caisses de bonnes boucheries, pâtisseries, bijouteries et maintes sommes. Pharmaciennes, perceptrices, femmes du juge cantonal et du docteur, qui chaque jour en 2 tournées fait ses 100 kilomètres, pharmaciennes, notaires, femmes de filateurs et de minotiers et d'exportateurs de vin. Odile, songez à nos longues journées sur l'horizon de la plaine, haut et visible au loin pour l'enfant à vélo revenant du collège. Le sapin, qui par les soirs d'hiver gémit à voix humaine. Une fois par mois, la couturière vient en tournée dans la grande chambre fourre-tout. Et l'enfant, un soir, avait un début de fièvre, et la nuit se réveilla en gémissant. Hélas, nous le sauvâmes. Hélas, nous le sauvâmes pour les camps sibériens, les crochets à port des charcutiers bavarois, les balles de la jungle viette ou la montagne kabyle. Le dimanche, nous sortions nous promener au-delà de la gare en robe claire et souliers blanchis à la craie. On rencontrait la pharmacienne. Pendant la fête des rameaux, la fête des tentes, les gosses envoyés chez le boulanger juif rapportaient par piles de grandes plaques de pain azim. Hélas, jour sans levain. Où est passée notre jeunesse? Et l'album où l'on recopiait des poésies de Lamartine, Alphonse de, aussi beau nom, si français, si distingué. Jour sans levain. D'Adelsen s'est lié avec Jean Monnet, qu'il appelait le petit père de l'Europe, a été un peu dans son cabinet au moment où s'élaborait la nouvelle Europe économique et politique. Il était quelque chose comme le chargé de relations de presse, il faisait ses discours, etc. Donc il est revenu un peu en Alsace, mais il n'a plus jamais habité l'Alsace de manière régulière après son adolescence. Il s'est installé à Genève où il était lié avec Denis de Rougemont, autre protestant, et il s'est installé finalement pour s'occuper d'un institut de presse européen à Zurich. Et c'est au cours d'un voyage à New York vers 1956-57 qu'il a eu les premières atteintes qui se traduisaient par une difficulté à garder son équilibre, d'une tumeur au cerveau qui finalement l'emportera en juin 1957 à Zurich, où il sera enterré. Jacques Réda, on me dit que vous avez été l'un des premiers lecteurs passionnés d'Adelsen. Je le crois volontiers. Ce que je me demande, c'est ce qui vous a marqué le plus chez d'Adelsen. Pour ma part, je penserais peut-être à ce rapport étrange qui existe entre d'Adelsen et la musique, de la même façon qu'il existe entre votre poème et une autre musique, un rapport tout aussi énigmatique à mes yeux. La musicalité, c'est une qualité, si c'en est une, qui m'attire chez tous les poètes que j'aime. Donc peut-être plus spécialement chez d'Adelsen, mais pas moins, par exemple, chez Supervielle, pour ne citer qu'un nom. Il y a d'ailleurs toutes sortes de musicalités. Il y a une musicalité grondante chez Fresno, par exemple. On finirait pas de faire des distinctions et des nuances de toutes sortes. Mais c'est vrai que chez d'Adelsen, il y a... Enfin, dans les grands poèmes de d'Adelsen, il y a une sorte de mouvement et de houle très personnel et assez grandiose, au moins dans une partie de l'œuvre. Il est vrai que ce qu'on a réuni d'Adelsen ne représente évidemment pas, c'est bête ce que je vais dire, ce qu'il aurait pu faire par la suite, qui aurait été de l'ampleur de ces grands poèmes. Enfin,
tout me plaît quand même, même ce qu'on pourrait appeler le côté un peu bagatelle de certains de ces petits poèmes, comme le Villanelle pour Betty ou des choses comme ça. À propos donc de musicalité, il est certain qu'il y a une très très grande, d'abord au niveau du vers, simplement, il y a une très grande souplesse et un très grand naturel, impliquant une maîtrise parfaite par moment. C'est ça, je suppose qu'on parlait d'une période apoétique, disons, chez Dadelsen, mais qu'est-ce qu'on sait là encore? On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des gens, et quelquefois c'est tout à fait nécessaire que des années et des années se passent à l'intérieur de quelqu'un pour qu'il arrive à une parfaite maîtrise de son instrument, si je puis dire. Alors il y a ce côté extrêmement persuasif du mouvement du vers et de la strophe, qui est bien sûr amplifié par un type de composition qui souvent en appelle aux façons de faire des musiciens. On a parlé de fugues, etc. Naturellement, c'est jamais exactement la même chose. C'est pas un transfert littéral en littérature de ce que peuvent faire les musiciens, parce que quand c'est littéral, ça devient de l'exercice. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la poésie de Dadelsen n'était pas un exercice, c'était quelque chose de vital pour lui, et qui dès lors se communique au lecteur. On sent on sent la présence d'une nécessité et d'une urgence qui sont très, très impressionnantes et très, très convaincantes. Il a réussi je crois que c'est Thomas qui l'a dit, peut-être aussi Jacotet l'a-t-il dit, à être à la fois très, très simple, voire trivial, avec un sens extrêmement précis du goût, dans un ensemble de tout qui reste toujours très ample, d'une grande hauteur. C'est-à-dire qu'il peut employer des tournures familières, triviales, comme je l'ai dit, et ça n'affecte jamais la hauteur à laquelle sa poésie se place, qui est une hauteur dont on ne veut pas dire qu'elle soit métaphysique. C'est pas non plus un poète métaphysicien, c'est un homme, un poète, avec naturellement toute sa culture, toutes ses inquiétudes religieuses ou autres. Et tout ça, c'est parfaitement fondu dans un langage qui, encore une fois, n'est qu'à lui et me paraît un des plus touchants de toute notre époque. À mon sens personnel, c'est le seul très grand poète français qui soit apparu depuis dans la deuxième partie de ce siècle. Coupée de silence, progressant par frissons, la sarabande catalane se meut dans les espaces de la nuit. Selon qu'elle dresse ou creuse ses spirales, elle se hisse au feu d'Aldébaran ou plonge au nadir dans le branchage haletant des artères traverser les amants réunis. Les yeux clos sur le hennissement de leurs cœurs accordés, ils écoutent le sang obscur s'ébrouer vers leur mort en éclaboussures de vivaces étoiles. La chair est nécessaire. Le rude Luther donna son avis sur ce point. Jacob désira Rachel 2 fois 7 années. L'homme, afin de perpétuer sa vigueur et la longue impatience de sa lignée, les confie à cette compagne, complice de la terre, et comme elle, savante, sournoise, habitée d'eaux infatigables, gorgée d'acides plus durables que nous. Rien ne survit seul. En des méandres incalculables, le corps de Rachel prépare la Pâque de notre espèce. Tout n'est pas raisonnable. Je connais l'attirance de la nuit.
la gamme la plus tendue retrouve, pour descendre à ses vibrations pourpres, une pente irrésistible. Peut-être le désir n'est-il que le déguisement d'une nostalgie de l'âme effrayée dans l'obscurité. Au pied des échelles du songe, repoussant l'ange, fermant les yeux, Jacob de tous ses reins vautrés, en gémissant, étreint la vraie terre, la vraie mort. Bételgeuse au zénith tremble aussi au fond des puits. Comme, vers la maison de sa jeunesse, l'enfant prodigue, le plus fidèle, ainsi dans le monde en travail prenant sa part, l'âme voulut peut-être renaître les yeux bandés, loin du jour, et refaire à tâtons le chemin vers la lumière natale. L'heure viendra où le Père ouvrira les portes de la pesanteur. Passé le dernier combat, franchi les derniers feux, l'âme se dénouera dans les échos sans fin d'un accord sans mémoire. Dans des archives de Radio France, nous avons retrouvé, dans une ancienne émission de notre ami Jacques Taroni, une déclaration de Guy de Dadelsen. Guy de Dadelsen est le frère du poète. Il est pasteur. Et bien entendu, ce qui l'intéresse, Louis Vivement, a été la démarche spirituelle de son frère. Et voici ce qu'il en dit. Il avait une culture biblique certaine, on la sent à chaque pas de son œuvre. Avait-il lu beaucoup la Bible? Je ne le sais. Il avait une extraordinaire mémoire. Il lui suffisait de l'avoir lue une fois pour la retenir. Il avait en tous les cas une mémoire très précise aussi du petit catéchisme de Luther qui avait été à la base de son instruction religieuse à Muttersols. Et plus tard, il aura pris comme thème de sa thèse de doctorat les cantiques de Paul Gerhardt. Il était toujours préoccupé par la foi. Nous en avons parlé souvent, dans les entretiens avec Camus en particulier. Était-ce la foi chrétienne qui peut le dire? J'ai eu pour ma part longtemps l'impression qu'il s'agissait chez lui d'un théisme assez vague, plutôt que d'une foi en Jésus-Christ. Il avait ressenti très fortement l'influence des mystiques allemands d'abord avec Tauler, puis des grands mystiques tels que Thérèse d'Avila, Bernadette, Jean de la Croix. Il ressentait la présence de Dieu au fond de nous-mêmes comme celle d'un Dieu immanent, je pense à ce moment-là. Un Dieu qui fait de nous un être qui nous dépasse vers un au-delà de nous-mêmes, que notre pensée logique ne peut pas atteindre. Et il parle avec humour de l'incroyance rationnelle de l'oncle Jean. Mais en même temps, il rejoint la pensée biblique par la retenue respectueuse qu'il observe devant ce Dieu. Le Dieu de Moïse, je suis celui qui suis, qu'on ne peut nommer, ni voir, ni toucher, extérieur à tout être. Ce qui est extraordinaire, je crois, dans cette carrière, dans ce parcours de Dadelsen, c'est cette éclosion adolescente, ce silence, mêlé à toutes sortes d'événements, la guerre, la presse, le journalisme, le pouvoir politique, et puis cette éclosion finale, un peu solitaire. Je crois qu'il y a eu 2 poèmes publiés de son vivant à la NRF et au Cahier des Saisons, et cette œuvre et cette destinée complètement posthume, et qui, pour moi, a été à la fois une révélation et tout à fait exemplaire d'une recherche poétique spirituelle, non pas coupée du milieu littéraire, parce que Dadelsen avait beaucoup de lectures, avait beaucoup lu, aussi bien en allemand qu'en anglais, et on peut voir plein de traces dans son œuvre, aussi bien d'Hölderlin que de Saint-Jean-Perse, que de Claudel même, que de Pound, par rapport à une certaine disposition des vers, par rapport à une certaine originalité dans le graphisme même de la poésie, et en même temps complètement original,
avec une forte inspiration, si on dit alsacienne, c'est peut-être un peu régionaliste, et d'Adelsen est tout sauf un poète régionaliste, mais peut-être plus rhénane. On ne peut pas dire que je sois germanique non plus, mais rhénane est d'un côté, et de l'autre, profondément protestante, une forme luthérienne d'individualisme, de dialogue libre avec Dieu, qui fait qu'il est, on pourrait presque dire qu'il est le versant luthérien de Claudel. On pourrait d'ailleurs compléter le tableau européen par la dimension judaïque, en l'occurrence. Et ceci, vous en conviendrez, dans une époque où la poésie a perdu, n'est-ce pas, ce sens de la spiritualité. Et cette spiritualité, au fond, Bernard Delvaille. Elle est peut-être liée au contexte géographique et à l'Alsace, parce que je pense à deux autres poètes qui ne sont pas si éloignés que cela de Jean-Paul de Dadelsen. Je pense d'une part à Maxime Alexandre et d'autre part à Claude Vigée. Il y a en effet ce côté à la fois protestant et à la fois judaïque chez Dadelsen. D'ailleurs, dans Bach en automne, il y a tout un jeu sur la famille, sur le nom du compositeur Mendelssohn, qui est devenu Mendel Filio. Enfin, il joue sur tous les fils de Mendel possibles et imaginables. Il y a un jeu de vocabulaire extrêmement curieux. Et puis, il y a aussi, il y a Bach, il y a le nom de Bach déjà, et il y a chez Dadelsen une certaine forme de romantisme allemand, mais qui n'est pas du tout le romantisme allemand tel qu'on l'a célébré depuis, c'est-à-dire ce n'est pas le romantisme allemand de Novalis, ce n'est pas le romantisme allemand fantastique, des grands conteurs fantastiques allemands, c'est le romantisme allemand beaucoup plus villageois, c'est celui de Lerman et Dorothée de Goethe, c'est celui du Tilleul, la mélodie de Schubert. C'est d'ailleurs le début, je crois, de Bach en automne, il imagine des juifs qui sont assis sur des bancs de pierre autour d'un tilleul. Enfin, c'est une sorte de romantisme allemand de village qui est peut-être très, très typique de l'Alsace et de ces petites places de ville entourées de fleurs, de géraniums, de fontaines. Et comme on le sait bien, c'est en étant le plus particulier qu'on finit par être le plus universel. Et je crois que ce côté villageois, il a transcendé à l'Europe tout entière. Dans ce que vous venez de dire, Baptiste Marais, il y a une chose qui me requiert beaucoup, c'est la comparaison avec Claudel. Comparaison lointaine, bien sûr, puisque vous avez dit il a des audaces de versification qui rappellent Pound, et évidemment pas du tout Claudel. Et il n'a pas cette écriture rythmée sur la marge, qui est l'écriture strophique de Claudel, bien entendu. Mais il y a évidemment quelque chose qui les lie indiscutablement, c'est que Claudel est aussi le poète d'un pays, mais ce n'est pas vrai que ce soit uniquement l'écrivain de l'Artois, comme Dadelsen de l'Alsace. Mais ce qu'il y a de manifeste, c'est, si vous voulez, la façon dont Claudel et dont Dadelsen mélangent les choses divines et les choses humaines. C'est-à-dire, on traite Dieu comme s'il était assis sur un banc devant la maison. Mais on traite le vieillard qui est assis sur un banc, réellement devant la maison, comme s'il s'agissait d'un personnage biblique, d'un patriarche. Et on décèle là ce que son frère, Guy de Dadelsen, le pasteur que nous évoquions, citait, élaborait même en théorie, dans 2 pages de la Réforme, l'hebdomadaire protestant, et c'est l'incarnation. Ce phénomène de l'incarnation fonctionne de la même façon, me semble-t-il, chez Dadelsen et chez Claudel, à tel point que Dieu peut parfaitement être assis sur un banc devant la porte, et le vieillard qui est réellement assis devant la porte sur ce banc peut parfaitement être un patriarche biblique. Parce que je pense que l'incarnation crée du continu. C'est la tunique sans couture, le monde et le ciel, à tel point
aussi que d'Adelsen va se demander lorsqu'il sera très malade, si mon Dieu, le Seigneur, ne veut pas un peu l'éprouver, le nettoyer, dit-il, pour trouver une autre destination à cet outil. Seigneur, donnez-moi seulement, sur mon opacité, mon absence, mon vide. Seigneur, à laisser seulement tomber, comme derrière le char de la moisson, on laisse à glaner à ces gens de peu qui n'ont su amasser nul bien. Laissez jusqu'à moi, Seigneur, tomber un peu de votre lumière. Seigneur, je ne sais plus, je ne sais pas si c'est moi ou vous qui faites ou qui fait ces ténèbres du langage, ces ténèbres où je chemine comme en un cauchemar. Je ne sais plus, Seigneur, si je suis moi ou vous. Ah, Seigneur, jetez-moi à bas de l'arbre, arrachez-moi à la branche malingre, offrez-moi à piétiner aux bêtes, cassez-moi comme une noix creuse, ouvrez-moi, qu'un peu de votre lumière tombe sur mon absence et le creux de ma moisson manquée. Et pourtant, Seigneur, je suis vous. Je suis une goutte infime de la même mer que les saints et les anges. Je suis un fil de la même tunique sans couture. Ce qui est quand même remarquable chez d'Adelsen, c'est ce travail sur l'amplitude de la voix, au sens presque qu'on pourrait dire un athlète ou un nageur travaille l'amplitude de ses mouvements. Parce que la disparition de la rime et le renoncement à la rime va lui permettre, je crois, de passer à un registre plus étendu et plus fortement articulé de sa poésie, sans pour autant tomber dans ce que Aragon reprochera, ou a reproché déjà bien auparavant, à la poésie sans rime, c'est-à-dire sans que ses poèmes se mettent à ressembler à des peignes aux dents cassées. Et comment, en gros, fait-on à ce moment-là, et qu'est-ce qui se passe pour éviter justement ce reproche du peigne aux dents cassées? J'en voudrais donner un exemple dans le troisième mouvement du Bach en automne. Lente, coupée de silence, progressant par frisson, la sarabande catalane se meut dans les espaces de la nuit. Selon qu'elle dresse ou creuse ses spirales, elle se hisse au feu d'Aldébaran ou plonge au nadir dans le branchage haletant des artères traversées les amants réunis. Les yeux clos sur le hennissement de leurs cœurs accordés, ils écoutent le sang obscur s'ébrouer vers leur mort en éclaboussures de vivaces étoiles. La chair est nécessaire. On voit en particulier qu'à la fin des vers, si la rime a disparu, ce qui caractérisait la structure du vers, c'est-à-dire la pause accentuelle, le suspens, est maintenu et permet des mises en relief et des situations d'attente qui vont permettre d'articuler une certaine tension à l'intérieur de la strophe. Eddie Cadour, ce qui a frappé beaucoup de lecteurs d'Adelsen, et surtout en remettant le livre Jonas à son époque, c'était cet éclatement de spiritualité tout d'un coup. Et cependant, cet éclatement de spiritualité subit dans le corps, dans l'avancée du long poème, comme un mouvement de ressac. Oui, il y a d'abord ce qui relève fondamentalement, je crois, de la poésie, dans la mesure où la fonction qui semble affirmer dans cette poésie, c'est d'essayer de multiplier les relations entre les mots, les hommes, les choses. On a constamment présent tout un réseau qui va être en quelque sorte réuni sous le terme de spiritualité. Il y aura même à un certain moment ce qu'on pourrait appeler une tentation du spiritisme, ou du moins une défense du spiritisme de la part de d'Adelsen, dans un contexte de deuil, exactement comme chez Hugo d'ailleurs, pour reprendre un antécédent illustre. Qu'il y ait effectivement ressac de la spiritualité, c'est très exact, je crois. Cela se fait par le passage à ce qui est contenu dans les derniers poèmes que nous ayons d'Adelsen, à une espèce de sagesse extrêmement apaisée,
qui repart au niveau des tâches quotidiennes, du faire ce qu'on est né pour faire, d'apporter sa contribution à bâtir une petite parcelle de réalité. C'est en même temps une réponse à cet envahissement par le rien, par la fatigue, par la gêne, par tout ce qui, en présence de la maladie, devient morne veillée. Et il y a chez Dadelsen ce très beau, là vous disiez tout à l'heure, ressac de la spiritualité, je dirais ressaut de l'humain, qui repart dans les derniers moments de sa vie vers le faire de l'homme. Et puis très simplement. Ange de la mélancolie, que puis-je contre toi? Tu me connais mieux que moi-même. Dans cette heure, la plus obscure, d'avant l'aube, que puis-je, aveugle et séparé, sinon par mon vide même, mesurer encore l'absence du Seigneur? Et, loin de mon été perdu, comme le chien d'Ulysse, écouter la nuit, écouter le vent, afin d'y reconnaître les pas de son retour. Ce qui m'a frappé aussi en 62, quand le Jonas est sorti, c'est le caractère oral de cette poésie, qui en effet est écrite avec beaucoup de soin. Et il y a une lettre d'Adelsen à Jean Paulhan pour la première publication de ses vers dans la NRF qui montre qu'il était tout à fait attentif à la ponctuation, à la manière de présenter ses poèmes, et que s'il était un écrivain amateur, il était tout à fait professionnel dans sa conscience, dans la haute conscience qu'il avait de sa poésie. Mais, et pour l'avoir lu souvent en public, il est de fait que c'est... Si je dis une poésie de sermon, ça paraîtra bien rébarbatif, ce que ça n'est pas du tout, mais que c'est une poésie dite pour être parlée, qui a un sens du rythme et un sens du nombre des mots. Il faut remonter à je ne sais qui, il faut remonter à Peggy, il faut remonter pour retrouver ça dans une poésie française qui, dans beaucoup de cas, et même dans ses meilleurs aboutissements, je pense à du Bouchet par exemple, est quand même une poésie à lire avec les yeux, et où les blancs de la page comptent autant, ou presque autant, que les mots eux-mêmes. Et je pense que Dadelsen là ouvre ou réouvre une voile longtemps oubliée, tout à fait intéressante. Ceci posé, Baptiste Marie, il me semble cependant qu'on décèle une évolution. Pour aussi bref que soit le livre Jonas, pour aussi bref que soit l'œuvre poétique de Jean-Paul de Dadelsen, il y a un passage qui se fait et dont on peut voir peut-être la ligne de brisure ou l'apparition, les premiers échos, la première fêlure peut-être. La poésie devient très humaine mais aussi très féroce. Les premières atteintes du mal irrémédiable, peut-être par l'entrevision qui lui en est donnée grâce à la mort de sa mère, je ne sais pas. Et c'est vrai que l'évolution de la poésie de Dadelsen a été celle de ces grandes orgues majestueuses et tout à fait incarnées, comme vous disiez, et que le choc de la mort de sa mère avec les femmes de la plaine, et puis sa propre agonie qui a été très brève, mais où avec je ne sais pas si c'est s'il faut parler de courage, ou le fait qu'il était arrivé à une parfaite transparence de lui-même. Il a noté au jour le jour dans les poèmes courts, à l'hôpital, une espèce de méditation dernière sur la vie et sur la mort, et où on a l'impression, où on sent à travers les mots et à travers les poèmes, qui sont en général des brefs poèmes concisaires, divers, on sent comme le ralentissement de la vie, le ralentissement du souffle, et on arrive à une espèce de paix dernière,
dont les proches témoignent. J'ai vu une photo qu'on m'a montrée tout à fait un peu atroce d'Adelsen après l'opération qu'on lui avait faite au cerveau, où un œil avait disparu et l'œil qui restait riait, souriait. Je veux dire que ça restait, c'était un homme mutilé, mais d'une certaine mesure confiant et d'une certaine mesure apaisé. Et je trouve que cet apaisement, cette méditation de quelqu'un qui probablement se savait perdu, s'entend tout à fait dans ses poèmes de la fin, qui sont dans un registre complètement différent de ceux du Bach et du Jonas, et que je trouve à la fois très émouvant et très beau. Si vous voulez, nous allons terminer par la lecture d'un de ces brefs poèmes qui témoigne de cet apaisement, certes, mais combien anxieux, de cette marche vers Dieu, faite de certitude, et cependant entourée, enserrée, entrelacée de doutes. L'ironie devant la mort, je crois qu'il est impossible de s'en passer, même pour le spirituel le plus grand. Faut-il toujours attendre? Cancer. Est-ce prévoir? Attendre? Remettre le jour de se rompre et se défaire. Cancer. Fausse adolescence. Construction de mort, quand il faudrait laisser le vent jeter à bas les dernières tuiles sur la poutre vermoulue. Le jour où l'orage le frappe, le vent de l'orage le guérit. Le feu qui lui mordit le foie et les reins le guérit. Il faut mourir, guérir. Je serai nettoyé si j'éclate au vent comme citrouille vieille. Peut-être, pour un nouveau travail, ne reprend-on que des objets bien nettoyés? Une vie, une œuvre. Jean-Paul de Dadelsen. Une émission proposée par Hubert Juin. Avec la participation de Barbara et Anne de Dadelsen, Bernard Delvaille, Baptiste Marais, Eugène Guilvic, Lionel Richard, Eddie Cadour et Jacques Reda. Texte de Jean-Paul de Dadelsen, extrait de Jonas, collection Poésie Gallimard, et de Goethe en Alsace, édition Le Temps qu'il fait, lu par Jean Bollery, Frédéric Cantrel, Jacques Franz, Claire Viret.